souhaite remercier les sponsors, sans qui cet événement ne serait pas possible, sous cette forme-là. On ne pourrait pas échanger comme on va le faire toute la journée. Et un grand merci également à toute l'équipe d'organisation, pour les mêmes raisons. Sans eux, on ne pourrait pas se retrouver ici. On voudrait remercier aussi les inconnus qui ont pris des photos et créé des illustrations qu'on a utilisées dans notre présentation. Et il y a des crédits photos à la fin des slides. Et on ne sait pas encore exactement comment, mais on mettra les slides à disposition pour que vous puissiez les avoir. Je m'appelle Émilie Francôme. J'accompagne des équipes qui adoptent l'agilité du côté de Nice. Moi, je suis Émilie Esposito. Je suis coach agile et plutôt orientée product owner. Et comme ça peut s'entendre, je suis un petit peu malade, donc vous étonnez pas si je tousse ou si je me mouche, ne soyez pas perturbés. Ça peut arriver. Alors, Mike Cohn, qui est un grand monsieur du monde de l'agilité, dit que l'agilité, c'est approprié pour les projets complexes, des projets informatiques, mais pas seulement, il dit que c'est aussi approprié pour des mariages. Et justement, moi, je me suis mariée cette année. Et donc, c'est de ce projet-là dont je vais vous parler. Donc, il y aura des petites anecdotes sur l'organisation du mariage qui vont illustrer les propos de notre session. Et toi, Émilie, tu as aussi un projet assez personnel dont tu pourras nous parler, et c'est pas encore un mariage. Ouais, en fait, ça commence plutôt par l'inverse. Moi, l'année dernière, je me suis séparée. Voilà, donc vous pouvez applaudir aussi si vous voulez. Mais du coup, je suis partie à la recherche du mec. Donc ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Et j'ai aussi travaillé sur le fait de rééquilibrer un peu ma vie, donc que j'ai géré un peu comme ça. Alors, de quoi qu'on va parler? En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus les produits qu'on a fait de façon agile. Donc pour Émilie, le jour de son mariage, pour moi, le fait de la relation que je peux avoir maintenant. Mais on s'est dit que c'était pas vraiment quelque chose qui allait vous intéresser, et qu'on allait plutôt vous parler de notre projet agile, en fait, de nos projets agiles, de nos projets perso, la façon dont on a construit ces produits. Plus précisément, on va vous parler en fait des parallèles qu'on a fait entre la vie pro et la vie perso, et les outils, les pratiques qu'on a mis en œuvre, et les déclics en fait, les prises de conscience qu'on a eues en utilisant ces pratiques, ces outils dans notre vie perso, et comment ça rejaillit en fait sur notre vie pro. Donc c'est un peu ce qui illustre cette image. Il y a le côté déclic d'un côté vie personnelle où il n'y a pas forcément du logiciel informatique, mais on peut faire une prise de conscience qui va faire clic de l'autre côté, du côté professionnel où il y a peut-être une histoire de logiciel informatique. En fait, l'idée qui est derrière ça, c'est qu'on est une seule personne. Qu'on soit du côté boulot ou du côté pas boulot, ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, en fait, ça influe sur la personne qu'on est. Et du coup, ça veut aussi dire que toutes les expériences qu'on peut vivre dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, ça va nous permettre de nous améliorer d'un côté ou de l'autre. Les pratiques qu'on utilise d'un point de vue professionnel, typiquement les pratiques agiles, qu'est-ce qui nous empêche de les utiliser du côté personnel? Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi des choses à apprendre qui pourraient nous servir du côté professionnel? Donc voilà, la vie c'est un grand terrain d'expérience très varié. Et donc Émilie, comment ça s'est passé toi, la recherche du mec? Alors bon, moi je suis pas trop le style, un jour mon prince viendra, attendre dans mon coin, voilà. Donc je suis partie à la recherche du mec, effectivement. Et en fait, j'ai commencé par me demander, le mec, c'est quoi? C'est des critères de quoi, physique, intellectuel, de taille, je ne sais quoi. Et en fait, je me suis dit, non, le mec, c'est celui avec qui j'aurai la relation. Ok, la relation, la vraie, celle qui dure, celle qui est pour de bon, quoi. Mais c'est quoi la relation, en fait? Et donc là, je me suis dit, on va faire une vision produit. La vision produit de la relation, c'est quoi?
Donc j'ai pas mal réfléchi, et puis je suis arrivée à, en fait, à un format de vision qui était sous forme de 8 critères fondamentaux, des critères d'acceptance si on veut. J'avais 2 en un, la vision et les critères d'acceptance, comme ça je savais quand j'étais arrivée, quand j'avais trouvé. Donc dedans on trouve des trucs un peu bateaux, du genre avoir des sentiments amoureux l'un pour l'autre, ça paraît assez évident. Avoir une excellente communication, ne pas habiter loin de l'autre de façon trop durable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tous des critères qui sont testables à un moment ou un autre. Pas forcément dès le début de la relation, on ne sait pas tout de suite que c'est la relation. Ça arrive un peu au fur et à mesure. Et je vous parlerai de mon Kanban tout à l'heure et de à quel moment j'ai testé les différents critères. Et ces fameux critères, ils sont arrivés tous d'un coup, comme ça? Non, pas vraiment en fait. J'ai eu un premier lot de critères qui était issu de ce que j'avais pas trouvé dans ma relation présente. Comme je vous ai dit, je me suis séparée. Donc ça m'a fait un premier lot de critères. Et puis en fait, petit à petit, j'en ai rajouté. Quand j'avais des rendez-vous qui se passaient pas très bien, je me faisais mes petites rétrospectives internes, en disant bon, ok, alors celui-là, il t'a pas plu, mais pourquoi? Et qu'est-ce qui manque du coup dans ta vision? Qu'est-ce que tu dois rajouter pour que ça rentre que ça corresponde beaucoup plus à la relation? Donc en fait, je l'ai fait de façon émergente. On peut dire ça comme ça. Et toi, Émilie? C'est une chose de dire oui, de dire je veux bien passer le reste de ma vie avec toi. Mais organiser un mariage, ça doit être toute une histoire, non? C'est autre chose. Et en fait, on a aussi commencé par vérifier si on était alignés. Donc, même si on ne l'a pas fait de façon vraiment explicite, on s'est posé des questions et on avait une vision du jour du mariage. Qu'est-ce qu'on en attend? Et donc, on a commencé par pourquoi. Il y a une technique qui peut aider à créer la vision, c'est l'impact mapping. Et c'est la première question qu'on se pose. Mais pourquoi est-ce qu'on va organiser un truc un jour de mariage? Et ben nous, ce qu'on voulait, c'était passer du bon temps avec nos amis et notre famille. Alors, c'est joli d'avoir un objectif, d'être aligné dessus. C'est encore mieux quand on y trouve un indicateur et qu'on peut mesurer si on a atteint l'objectif. Pour un objectif comme ça, un indicateur, c'est le plaisir qu'on ressent. On identifie aussi les utilisateurs, le goût. Alors, là, les utilisateurs principaux, mon mari et moi. C'est assez égoïste. Hein. Mais il y en a d'autres, parce qu'il y a tous ceux qu'on invite, les amis et la famille. Et après, on réfléchit un peu, oui, mais comment est-ce qu'on va arriver à passer du bon temps? On a fait un espèce de petit sondage informel. Nous, qu'est-ce qu'on a aimé quand on est allé à des mariages d'autres? Nos amis, notre famille, qu'est-ce qu'ils ont aimé? Donc là, on avait une petite vision de, tiens, comment est-ce qu'on va arriver à passer du bon temps tous ensemble? Et ça nous a aussi aidé après à définir une sorte de périmètre fonctionnel, voilà, les fonctionnalités majeures, et on savait qu'on allait faire une fête et danser. Il y avait un petit truc en plus, une sorte de critère d'acceptance globale, c'est qu'on voulait un mariage qui nous ressemble. Voilà. Bon, en gros, là, tu nous donnes des éléments un peu éparpillés de vision, mais t'aurais pas genre un elevator pitch de ton mariage? Ok, alors la vision qui tient dans le temps d'un ascenseur, attention, ça va peut-être dégouliner un petit peu, pour nous deux, qui voulons célébrer notre amour avec nos amis et en passant du bon temps avec nos amis et notre famille. Nous voulons faire une grande fête avec ceux qu'on aime et qui nous aiment. Quitte à faire fi des conventions, notre mariage nous ressemble. Ouais, je trouve que c'est assez clair et finalement, il n'y a pas besoin d'un document de 40 pages pour décrire une vision. C'est le truc d'une vision, en fait, c'est que c'est un outil hyper puissant qui a un élément de motivation hyper important. C'est ce qui permet de donner le cap et de savoir où on va. C'est un peu la boussole d'un projet. Et partir sur un projet sans vision, c'est un peu dangereux en fait, on ne sait pas où on va. Et dans les moments difficiles, quand on a des choix à faire, on va pouvoir se raccrocher à la vision. Donc c'est pas plus mal si elle est claire et concise. Et on a eu une expérience en fait au cours de la préparation du mariage, parce que donc, la vision, c'est ce qui permet d'embarquer l'équipe, c'est ce qui la fait courir, et qu'on court tous dans le même sens.
Et à un moment donné, on a traité avec la fleuriste. Donc on lui explique un peu l'ambiance du mariage. Elle dit « Oh, mais c'est un mariage champêtre !» Alors nous, on est plutôt, bon, on va dire, geek, urbain, on aime la ville. Mon mari, il est fan de musique, il a une collection impressionnante de disques. Moi, je suis fan de Barba Papa. Champêtre, non. Bon, alors, il y a un truc qui manque dans la vision, là, on va reformuler. Et on a trouvé un truc raccourci pour le qui nous ressemble. Et du coup, c'est devenu Barbadisco. Voilà, nous, on veut un mariage Barbadisco. Alors, dans ce que j'entends, tu dis qu'il y avait une fleuriste. J'imagine que vous n'avez pas organisé tout seul ce mariage, vous ne l'avez pas organisé qu'à deux. Votre équipe est un peu plus large que ça? Effectivement, on n'était pas que tous les deux pour organiser le mariage. On a eu beaucoup d'aide, des amis, de la famille. Si on essaye d'appliquer le cadre Scrum à ça, ça ne marche pas vraiment. Parce on peut dire que mon mari et moi, on était le product owner. Ça, c'est pas Scrum by the book parce que c'est un product owner à deux têtes. Un Scrum Master, non, on n'avait pas de Scrum Master. On avait une équipe à taille variable, en fait, avec des gens qui contribuent quand il y a besoin, avec des prestataires extérieurs. Et on a même... en fait, il y a des gens dans l'équipe qui avaient des étiquettes selon leur domaine d'expertise. On avait le chef Pinard, mon beau-père, mon beau-frère qui est expert en vin, voilà. Ma belle-sœur, chef déco, des amis, responsables musique, qui sont DJ dans leur vie. Et en fait, même ce truc-là, c'est que ça illustre le fait qu'on avait une équipe polycompétente. Donc, et même si chaque personne pouvait avoir un domaine d'expertise, le fait qu'on avait une vision partagée, enfin moi je pense que c'est ça qui vraiment rassemble l'équipe, ça fait que les gens ont collaboré ensemble et qu'ils ont travaillé aussi en dehors de leur domaine d'expertise. Voilà, on a parlé de mon équipe, mais toi, t'étais toute seule pour réaliser tes projets ? Alors, comme vous pouvez vous imaginer, trouver le mec, c'est quand même un projet très très perso, à moins de faire appel à une marieuse. Donc ouais, non, j'étais plutôt toute seule. J'étais à la fois product owner, scrum master, équipière. Ouais, je pense qu'on peut dire que j'étais toute seule. Genre, c'est le projet top secret et t'en parles à personne. Non, ouais, je vois où tu veux en venir. C'est pas tout à fait vrai, effectivement. J'avais peut-être pas d'équipier, mais j'avais des coachs. En fait, les amis qui m'ont aidé en fait par moments à me motiver, qui m'ont écouté, qui m'ont conseillé. Ils ont vraiment eu un rôle de coach pour moi. Ils m'ont aidé en fait à faire mes rétrospectives et donc mon amélioration continue. Et en fait, ça a eu une vertu pour moi au niveau du boulot. Parce que dans la vie professionnelle, je coach des équipes, je coach des gens. Et de se retrouver de l'autre côté du miroir, être la personne qu'on coach, ça permet de ressentir en fait ce que ressentent les personnes que nous on coach habituellement et de se rendre compte qu'effectivement on a besoin de toutes ces postures différentes chez le coach, d'écoute en miroir, de questionnement, de motivation parfois, de conseils et je pense que maintenant j'arrive beaucoup mieux à équilibrer mes différentes postures depuis que je l'ai vécu de l'autre côté en fait. Donc ça c'était un peu un super bonus pour moi. On a parlé de vision, on a parlé d'équipe et dans les projets, on va dire les projets menés avec Scrum, il y a souvent quelque chose d'autre qui se passe avant de se lancer dans la réalisation qu'on appelle l'itération zéro. Et donc avant de commencer à développer et à réaliser, on se prépare. Et cette préparation, ça passe notamment par un petit peu de cadrage, où on étudie la faisabilité des différentes options qu'on peut avoir. Alors, il y en a une, par exemple, ça va être la faisabilité au niveau du budget. Bon, combien ça coûte d'organiser un mariage? J'ai jamais fait, j'en sais rien. Ça tombe bien, il y a des retours d'expérience de l'INSEE qui donnent des fourchettes selon le type de mariage, le nombre d'invités, etc. Donc là, on a réalisé que bon, c'était possible et puis ça allait rentrer. On s'est défini notre enveloppe budgétaire. Il y a aussi les questions. Alors, dans un projet informatique, ça sera peut-être la question des technos ou du type de produit. Est-ce qu'on fait une appli mobile, une appli web
ou un truc, une application lourde client. Bon. Là, on avait la question du lieu. On fait ça où? Est-ce qu'on loue une salle? On fait ça dans un resto? Nous, on avait la possibilité de le faire dans le jardin de mon beau-père. Donc c'est une option, on étudie les avantages, les inconvénients, on finit par choisir le jardin. Et une autre question, c'est la date. Ah oui, parce que donc, je disais au début que nous, on est du côté de Nice, mais nos amis et notre famille, pas trop. Donc il va falloir qu'ils viennent. Alors, dans le sud, entre mai et juillet, il y a le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, il y a le Pont de l'Ascension, ça c'est pour toute la France. Il y a des vacances, il y a des trucs qui font que peut-être les gens ne seront pas là. Et nous, on a envie que les gens soient là, c'est dans notre objectif. Donc là aussi, on a fait des petits sondages, on a regardé ça. Ça peut faire monter le prix des billets de train, enfin, il y a plein de choses qui font que la date est importante. Et on a fini par choisir la date. Mais toutes ces contraintes, en fait, elles étaient tout aussi importantes les unes que les autres pour vous? Eh ben non. On a fait un peu comme dans un projet classique, informatique ou pas. On a le périmètre, le fameux triangle coût, délai, périmètre. Ben, nous, on a fait aussi une sorte de matrice de trade-off. C'est le truc qui aide à choisir après. Donc une fois qu'on a fixé la date, le projet, il devient date-driven. Ça ne change plus. C'est ce jour-là, on sort et c'est tout. Côté budget, là, on a dit, bon, ce critère-là, il est négociable. On n'a pas une enveloppe extensible non plus. Et donc après, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir élaguer s'il y a besoin? Qu'est-ce qui est flexible? C'est le périmètre. Donc il va falloir qu'on identifie les must-have, les choses dont on ne pourra pas se passer pour le mariage. Pourquoi il y a des photos de PQ là? Parce que l'exemple concret d'utilisation de cette matrice, c'est pour un truc très pragmatique. C'est que j'expliquais qu'on allait aller dans le jardin de mon beau-père, on fait venir des tentes, etc. Mon beau-père a une maison, certes, avec des toilettes équipées, mais ces toilettes sont reliées à une fosse septique qui est dimensionnée pour les besoins de 4 personnes. Donc nous deux, nos témoins, les amis, la famille, ça va poser un problème. Il va falloir qu'on fasse venir des toilettes. Okay, alors moi je suis un peu bio, j'aurais bien aimé avoir des toilettes sèches. Alors j'ai fait une petite recherche, et là je me suis dit waouh, mais ça coûte un bras, en plus il n'y en a pas dans la région, il faut les faire venir, enfin, c'est genre 600 € de transport, j'ai dit ça va pas le faire là. Quand on remet ça par rapport à la matrice de trade-off, eh ben non, ça rentre pas dans le budget et en fait bah on a pris des toilettes en plastique, voilà. Donc on a ce cadrage, on a la vision, on a une idée des fonctionnalités et après on va pouvoir détailler tout ça en une liste de fonctionnalités, un product backlog. Et pour chaque item du product backlog, il est bon de savoir qu'est-ce qui fait qu'on valide les critères d'acceptance. Et aussi, comment est-ce qu'on sait qu'on a fini? La definition of done. Donc c'est de ça dont on va vous parler maintenant. Le premier exemple pour les critères d'acceptance, c'est la réalisation des faire-part. Alors, comme je disais, nous on voulait un mariage qui nous ressemble. Donc on décline ça dans les éléments du backlog et les user stories. On veut des faire-part qui nous ressemblent. Qu'est-ce que c'est le test un faire-part qui nous ressemble? C'est que chacun de nous y retrouve un petit peu de lui. Et à un moment donné, on a fait un petit prototype, on avait une idée de faire-part. Puis là, moi, j'ai regardé, et pour moi, le test, il était rouge. J'ai dit non, moi, je ne retrouve pas assez de moi, là. Il y a plein de toi, mais il n'y a pas beaucoup de moi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté des barbes à papa. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de disques et de trucs de musique. On a rajouté des barbes à papa, et là, le test est passé au vert. Un exemple de critère d'acceptance. Il y en a d'autres, mais on ne va pas tous vous les faire aujourd'hui. Je vais plutôt demander à Émilie, toi, dans tes stories assez perso, ça ressemble à quoi tes critères d'acceptance? Il y a un sujet en particulier qui m'a fait travailler là-dessus.
Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis donné aussi comme projet perso de retrouver un rythme de vie équilibré. En fait, à un moment, j'arrivais plus à aller me coucher tout simplement, et j'arrivais pas à travailler dessus. Et un jour, ça m'a pris, je me dis, je vais écrire une user story. Enfin, une vraie, hein, avec un afin de, là, ça donne de la motivation, c'est comme la vision, et des critères d'acceptance. Donc ça a donné, je voudrais, en tant qu'Émilie, je veux retrouver un rythme de sommeil pour avoir plus d'énergie. Un bon rythme de sommeil pour avoir plus d'énergie. Donc là, j'ai commencé à écrire en fait des critères sur je me lève à 7h, je me couche à 23h. Après, je me suis dit, ouais, mais il y a le week-end aussi, donc il faut que je fasse d'autres horaires. Et puis, il y a toujours des imprévus, il faut que je prévoie une exception par semaine. Et là, quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pas seulement un rythme de sommeil mon problème, c'est avoir un rythme de vie qui va bien, avec une bonne répartition de soirée. Il faut garder du temps pour soi, du temps pour voir ses amis, du slack, comme dans les projets, pour gérer l'imprévu. Et en fait, le fait de travailler sur mes critères d'acceptance, ça m'a permis de retravailler la user story en elle-même. Et donc la user story finalisée, ça donne, en tant qu'Émilie, je veux avoir durablement un rythme de vie équilibré afin d'avoir de l'énergie pour profiter des choses agréables et pour faire face aux choses moins agréables. Donc les critères d'acceptance, ça m'a vraiment permis d'affiner cette user story. Ok, tu as fini ta user story avec tes critères d'acceptance, mais comment tu sais que tu as fini un truc comme ça? Ouais, là aussi j'ai galéré un petit peu. Ouais, il y a durablement dans ma user story. C'est-à-dire que c'est pas un truc que je veux faire une fois de temps en temps, c'est je veux trouver des nouvelles habitudes de vie. Comment on sait qu'on a fini ça? Et en fait, je me suis rappelé qu'il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude, paraît-il. Et donc je me suis dit, finalement, ma story, elle sera done quand pendant 21 jours d'affilée, j'aurai tous mes critères d'acceptance validés. Et une fois que j'aurai fait ça, ça veut dire que ma story, elle sera done. Alors, aujourd'hui, en fait, ma grosse story, j'ai découpé en deux parties, le fait du rythme de sommeil et le fait du rythme de vie, la répartition de mes soirées. La répartition de mes soirées, elle est done depuis plusieurs mois maintenant, donc elle est vraiment done. Rythme de sommeil, j'y travaille encore, mais je suis en progrès. Donc, en gros, la leçon sur le definition of done, c'est que, enfin, moi, ce que je vois souvent dans les projets, c'est développement terminé, definition of done. C'est peut-être pas assez précis. Des fois, ça fait du bien aussi de prendre un petit peu du recul pour trouver un definition of done pertinent qui reboucle aussi avec la vision. Enfin, quelque part, le definition of done, c'est je vérifie que je matche avec ce que j'avais prévu de faire et ce qui va faire que ça contribue à la vision, en fait. Ça peut valoir le coup de trouver des definition of done un peu plus originaux que développement terminé dans certains cas, en fait. Quand j'ai travaillé sur cette story-là, j'ai eu d'autres leçons, j'ai appris d'autres leçons. Pour me responsabiliser en fait sur cette story, au début j'avais essayé de mettre des alarmes dans mon réveil, dans mon téléphone pour me dire c'est l'heure d'aller te coucher, c'est l'heure d'aller te lever, enfin voilà. Ça marchait pas bien, hein, parce que bon, ça marchait pas. Donc je me suis dit je vais écrire ma user story et puis je vais l'afficher quelque part dans mon salon pour l'avoir sous les yeux. Et de fait, je regarde mes murs autour de moi, il n'y a pas d'endroit qui me convenait. Et d'un coup, je pose les yeux sur ma table basse, cette magnifique table basse Ikea pour pas faire de pub, donc qui est carrée comme ça, avec une grande plaque en verre dessus. Et je me suis dit, je vais mettre ma user story sur ma table basse, sous la plaque en verre, comme ça je l'aurai toujours sous les yeux. Donc j'ai écrit en couleur, avec des jolis feutres, tout ça, je me suis bien amusée. Et puis je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, mes fameux fondamentaux pour une relation sentimentale, je vais les mettre aussi, j'ai encore de la place, ça va meubler un peu, et c'est bien de les avoir sous les yeux. Donc je les ai mis là-haut, et puis je me suis écrit deux, trois autres messages pour moi, j'ai fait des jolis dessins, et en fait, c'est fou, parce que ça marche, quoi. C'est le fait d'avoir ça sous les yeux, ça responsabilise énormément. Le fait que ce soit fun à faire, en fait, du coup, il y a un côté, ça rend un peu léger, on s'amuse en faisant ces projets perso. Il y a un côté aussi pratique de la table en verre, c'est que c'est super évolutif. Je soulève ma plaque de verre, je mets une autre feuille à la place. Quand je veux changer mes messages, voilà, je les change. Et il y a un autre point aussi que j'ai adoré,
C'est sur ma table de base, c'est-à-dire que toute personne qui vient chez moi le voit. Mes amis, quand ils viennent chez moi, voient ma table. Ça invite à la discussion. Il y a des retours, on me fait des feedbacks, on me pose des questions. Et finalement, dans un projet, avoir la vision produit affichée au mur, c'est fait aussi pour qu'on puisse communiquer dessus, la partager et échanger. Une vision, c'est censé être partagée par tout le monde. Donc là, vraiment, j'ai vraiment perçu cet avantage de, quand c'est visible, on peut discuter dessus. D'ailleurs, ça a été assez marrant sur la partie les fondamentaux pour une relation, parce que quand il y avait des hommes que je rencontrais qui arrivaient jusqu'à mon appartement, ça arrivait des fois, du coup c'était aussi source de discussion. Bah oui, ils voyaient les fondamentaux, ce que j'attendais en fait. C'était clair, le contrat il était posé d'avance. Et finalement, le fait de voir leur réaction par rapport à ça et de pouvoir en discuter dès le départ, bah, ça me faisait économiser du temps. Je voyais vite ceux avec qui ça n'allait pas marcher du tout en fait. Donc c'était vraiment très positif. Donc ma leçon sur la communication visuelle, c'est que ça doit être fun à faire. On doit y prendre du plaisir, ça doit être joli, facile à faire évoluer et ça doit inviter à la discussion. Et vous, alors, dans votre mariage, vous en avez utilisé de la communication visuelle ? Oui, alors pour moi, un exemple assez frappant, c'est le plan de table. Alors on a la version préparation par ici. On prend un nombre de feuilles autant qu'il y a de tables. On crée des petits post-it avec le nom des invités, et là on colle. Voilà. Et on se rend vite compte que Tata Machin, elle ne peut pas aller à la table de l'oncle Bidule, et puis que si on met ce cousin-là à cette table-là, en fait il va s'ennuyer parce qu'il ne va rien avoir à dire avec les autres. Et là, pour moi, ça illustre vraiment le fait que de rendre visuel, en plus c'est hyper facile à manipuler, à déplacer, enfin c'est très peu d'investissement, ça aide vraiment à réfléchir. Voilà. On décide mieux quand on voit. Et en plus, on peut itérer hyper facilement. C'est low cost, quoi, comme communication visuelle. Et l'autre version ici, ça c'est le plan de table final. Donc en fait, c'est une grande toile avec des Barbapapa, un de chaque couleur, avec le nom des invités. Et tout simplement, les tables avaient la couleur du Barbapapa qui est dessus. Donc ça permet quoi? Ça permet le jour du mariage de ne pas s'occuper du tout d'aller placer les gens. Ils se débrouillent, ils sont autonomes. Et pour moi, ça c'est une grande vertu du management visuel, le fait de rendre visible, c'est que ça aide à comprendre et en plus, ça aide à s'auto-organiser finalement. Ça permet l'autonomie. Ça peut être parfois difficile d'un point de vue personnel. Alors on peut céder du management visuel pour lâcher l'autonomie, mais finalement ça demande de faire confiance aux gens. Là on peut faire un petit détour très rapidement, sinon on va déborder. Du côté du manifeste agile, moi j'ai un peu fait le lien au milieu du 5e principe et du 11e principe. Le 11e qui nous parle d'auto-organisation et le 5e qui nous parle d'équipes motivées, à qui on fait confiance et à qui on donne une vision à atteindre. Là, vous pouvez vous appuyer du management visuel, afficher la vision, on peut toujours s'y raccrocher, et donner les moyens aux membres de l'équipe de faire, et faites-leur confiance. En fait, s'ils voient, ils vont pouvoir faire tout seuls. Donc en fait, il faut un peu arriver à ce côté difficile, il faut lâcher du contrôle, quoi. C'est marrant en fait que toi, l'agile t'a aidé à lâcher du contrôle, de ce que je comprends. Moi, ça m'a aidé à certains moments à reprendre de la maîtrise, à reprendre du contrôle. Comme je disais, l'année dernière, je me suis séparée. Et en fait, quand on est marié depuis des années, qu'on a une maison, heureusement pas d'enfants quand même, sinon ça complique encore plus. Une séparation, c'est une liste énorme de tâches à faire. Enfin, en plus, on n'est pas forcément au meilleur de sa forme, on va dire. On a un petit peu l'impression, quand on liste les choses à faire, de se retrouver au pied d'un mur infranchissable. Et moi, vraiment, j'avais l'impression de plus rien maîtriser. Et l'agiliste en moi a hurlé « Fais-toi un backlog !» J'ai écouté. Donc je me suis dit « Ok, c'est quoi mes épiques ?» Premier truc, c'est « Il faut que je déménage. » Et puis, il y a des formalités urgentes à régler.
Ça, c'était mon premier incrément, en fait. J'ai écrit d'autres épiques pour la suite, finaliser le divorce, etc. Mais ça viendra plus tard. Et du coup, j'ai eu un premier incrément avec, du coup, toute une liste de tâches, enfin, pas vraiment des user stories, mais des tâches qui étaient beaucoup plus petites que ce que j'avais à l'origine. Et donc, c'était un objectif atteignable d'un coup. C'était faisable, c'est motivant, je vais y arriver. Et effectivement, au bout d'un mois, j'avais fini mon premier incrément. Et j'ai pu commencer à faire le deuxième incrément, et ainsi de suite. Et en fait, l'incrémental, je le vends tous les jours aux équipes. Comme la plupart des agilistes, voilà, c'est un truc important. Mais de l'avoir vécu comme ça, en fait, de pouvoir dire l'incrémental, ça m'a sauvé la vie, parce que c'est à peine exagéré, ça m'a fait prendre conscience vraiment de ses vertus. Un objectif court terme atteignable, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus motivant qu'un objectif long terme qui est ambitieux, voire souvent trop ambitieux. Il y a un truc aussi qui est énorme, c'est le plaisir du done. Quand on a un gros projet à faire, si on attend la fin pour célébrer, là, au bout d'un mois, moi j'ai pu me dire « Yes, j'y suis arrivée, j'ai fait déjà un truc, c'est bien. Maintenant, ça me redonne de la motivation pour faire l'incrément d'après, et l'incrément d'après, et l'incrément d'après. » Et en fait, ce plaisir du done, c'est le même aussi quand on est dans une itération, qu'on passe son post-it à done. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, ce truc de je prends le post-it, je le mets à done, yes. Ou comme quand on barre quelque chose sur sa to-do list, c'est pareil. C'est assez intense. Donc ouais, l'incrémental, voilà, je l'ai vécu vraiment différemment à ce moment-là et j'ai appris des choses. Et un mariage en incrémental, ça donne quoi ? Il y a un peu, il y a des vertus aussi, et en fait là on peut se raccrocher on peut livrer de la valeur un petit peu au fur et à mesure, et en livrer assez tôt. Donc là je vais prendre l'exemple des faire-part, donc qui est une grosse fonctionnalité du mariage. Le besoin c'est prévenir les amis et la famille de la date, leur donner du détail, etc., pour qu'ils puissent venir. Alors on peut avoir une grande idée en tête et à un moment donné on se dit oui mais il y a un truc qui est... on va pouvoir découper quand même ce gros besoin là en plus petit, et notamment le must-have du faire-part, c'est communiquer la date pour que les gens viennent. Ça c'est urgent, c'est beaucoup de valeur que les gens soient là. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a envoyé un mail très tôt dans le projet. Et en fait, on pourrait dire que c'est un peu le minimum viable faire-part. C'est cheap. Franchement, ça coûte pas cher d'envoyer un mail. Et en fait, ça atteint l'objectif, communiquer la date. Et après, on a pris un peu plus de temps pour faire la version élaborée, qui avait des critères d'acceptance un peu plus riches. C'est qu'on voulait aussi que les gens aient un support papier, qui pouvait aussi leur donner un souvenir, même pour ceux qui ne pourraient pas être là. Et il fallait aussi qu'ils nous ressentent pour se faire part. Donc ça donnait ça, voilà, il y a une histoire de disques et des petits papa qui se baladent. Et pour se faire part papier, on a utilisé un petit peu de techniques qu'on voit dans les équipes agiles. Parce qu'on ne l'a pas fait parfait d'un coup, on a itéré, on a raffiné, on a récolté du feedback au fur et à mesure. Et donc par exemple, on a fait des maquettes. Voilà, c'est les petits gribouillages qu'on ne voit pas bien, mais bon, c'était des idées de forme possible du faire-part. On a fait un prototype, parce qu'avant d'aller acheter du joli papier de toutes les couleurs, on l'a fait d'abord avec un papier blanc qui coûte pas cher. On a fait de la peer review, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a relu pour voir si on n'avait pas mis des fautes et qu'on comprenait, et genre on ne s'est pas trompé d'heure ou un truc comme ça. Et aussi, l'exemple on peut livrer de la valeur plus tôt, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir fait les 70 faire-part pour les envoyer. On peut faire des batchs d'envoi. Donc quand on avait un paquet qui était prêt, on l'a envoyé. Comme ça, on a délivré la valeur au fur et à mesure. Alors pour l'instant, vous avez parlé d'agilité. Moi, quand je parle avec des amis ou autres d'agilité de vie perso, on me parle souvent de Kanban. C'est une autre façon d'organiser sa to-do list un petit peu. Alors le Kanban, moi aussi je l'ai utilisé et j'ai appris plein de choses grâce à le Kanban dans la vie perso.
Donc comme je vous disais, je suis partie à la recherche du mec. Et en fait, pour ça, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Et puis, j'étais un peu naïve. D'un coup, je me rends compte que je reçois plus de 100 messages par jour. C'est impossible à traiter, à moins de faire ça à plein temps. J'ai un travail quand même et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, il me faut quelque chose pour outiller mon process. Il me faut un Kanban pour piloter mon flux. Donc, j'ai fait un Kanban avec les différentes étapes du process. J'ai un premier contact, on a échangé, ça se passe bien. Du coup, on peut planifier un premier rendez-vous. Il y a un premier rendez-vous à planifier, on le planifie. Et puis, si le premier rendez-vous se passe bien, faut le revoir. Et puis après, j'étais un peu vague sur la suite, mais l'important, c'était d'arriver en production, quoi. J'avais mis un definition of done pour chaque étape. J'ai affiné un petit peu aussi au fur et à mesure. On voit qu'il y avait des choses sur... en fait, le retour sur... comment dire ? Il y avait des liens avec mes fondamentaux, avec ma vision. C'est-à-dire que mon definition of done, c'est mes fameux critères d'acceptance dont je vous parlais tout à l'heure, et les moments où je les teste. Bon, tout ça a été bien joli, mais en fait, j'ai eu vite un gros problème. Ouais, parce qu'en fait, sur Internet, les gens, ils se décrivent en ligne, et puis il peut y avoir un petit peu un effet Alain Deloin. C'est-à-dire qu'en gros, la personne que vous rencontrez, c'est pas du tout celle que vous pensiez rencontrer, pas forcément physiquement, aussi d'un point de vue intellectuel et de caractère. Et donc, mon parti pris, c'était d'essayer de rencontrer le plus vite possible les gens pour ne pas me faire de fausses idées en ligne, et donc les rencontrer dans la vraie vie. Et je me suis retrouvée avec un énorme goulet d'étranglement, là, premier rendez-vous planifié. C'est-à-dire que il y a même une semaine où j'avais quasiment 10 rendez-vous planifiés dans la semaine, avec les soirs, tous les soirs de la semaine, plus des déjeuners. Vous vous rappelez ma story sur le rythme de vie équilibré ? Ça allait pas du tout. Quand j'ai fait ma table, j'ai dit non, il y a un problème. Ok, j'ai un goulet d'étranglement, qu'est-ce que je fais ? Et là, je suis partie un petit peu sur une analyse cause-racine. Enfin, je me suis fait un 5 pourquoi. Alors pourquoi j'ai un goulet d'étranglement là ? Donc parce que justement, je les rencontre vite, mais peut-être c'est que du coup, mes filtres pour rencontrer les gens sont pas assez performants. Je suis partie un peu en mode PDCA. Je me suis dit, ok, première action que je peux faire. J'ai découvert la fonctionnalité bloquer un utilisateur sur ces fameux sites de rencontre. Oui, parce que en fait, quand on répond pas à un mec sur un site de rencontre, il revient à la charge. Une fois, deux fois, des fois plus. Bloquer un utilisateur, ça permet de ne pas avoir à se reposer les questions à chaque fois qu'il va vous écrire un message, d'aller voir son profil, etc., etc. Donc je me suis dit, si je fais ça, j'aurai moins de messages, donc moins de personnes qui vont me passer dans le « Ah oui, j'ai pas parlé de cette colonne très importante ». Ça va pas le faire. On peut y atterrir depuis n'importe quelle étape. Et donc justement, le fait de bloquer les utilisateurs que j'avais déjà mis dans le « ça va pas le faire », ça me permettait de gagner du temps et de ne pas avoir à refaire ce filtre, ce tri, et de les mettre dans la corbeille. De fait, j'ai eu pas vraiment moins de messages, parce qu'il se trouve que sur ces sites-là, la population elle se renouvelle assez vite, et la qualité n'était pas forcément meilleure. Donc du coup, je me suis dit, ok, faut que je fasse quelque chose de plus. Donc l'action suivante, je vais améliorer mes filtres, je vais mettre plus de critères. Alors, je suis partie dans des trucs, des critères sur, il faut qu'ils sachent bien écrire français. Ouais, parce que ça va, SAVA, tout attaché, voire pire. Ça m'écorche un petit peu les yeux. Donc je me suis dit, voilà, quelqu'un qui ne sait pas écrire français, je le mets tout de suite dans le « ça va pas le faire ». J'avais mis des critères de taille minimum, des choses comme ça. Et en fait, ça n'a pas diminué mon nombre de messages entrants, ça a diminué mon nombre de rendez-vous, ça c'est sûr. Par contre, ça n'a pas amélioré la qualité des rendez-vous. Ils étaient toujours assez décevants. Et donc du coup, je me suis dit, ok, c'est à cette époque-là que j'avais fait ma table, je me suis dit, il y a vraiment un truc sur la vision, c'est quoi que je cherche en fait? C'est la relation. Je veux pas la quantité, je veux la qualité. En fait, ce qu'il faut, c'est que la façon dont je me présente sur ces sites, ça fasse en sorte qu'il n'y ait que les mecs qui correspondent à mes 8 fondamentaux qui répondent. Comme ça, en fait, c'est pas à moi de faire le filtre, c'est pas moi qui passe du temps à faire le filtre, c'est eux qui se filtrent tout seuls.
j'ai changé mon annonce, j'ai changé la photo. Et là, ça a été un résultat drastique. Je suis tombée de 100 messages par jour à 10. Et vraiment plus intéressant, j'ai commencé à faire des deuxièmes rendez-vous. Et là, ça fait un mois que je suis en prod, en fait. Et ça marche super bien parce qu'on a checké mes 8 fondamentaux et tout passe. Je vais demander les siens, tout passe. Donc voilà, peut-être que je reviendrai l'année prochaine vous parler de notre incrément d'après. Voilà, donc le truc que j'ai appris en fait sur le Kanban, c'est... Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Pourquoi j'ai eu ce problème de goulette d'étranglement, c'est que j'avais pas mis de limite à mon WIP. Ça parle à tout le monde, la limite au WIP. Le WIP, c'est le work in progress, c'est-à-dire le nombre de tâches qu'on peut mettre dans une colonne. J'avais pas mis de... C'est ça, là. J'avais pas mis de limite à ça, donc j'avais pas mis de limite au nombre de rendez-vous planifiés. Et en fait, du coup, je me retrouvais avec un flux poussé, c'est-à-dire que c'est les messages entrants qui dirigeaient en fait la vitesse à laquelle j'avançais. Quand j'ai mis une limite à mon WIP, du coup, je me suis retrouvée en flux tiré. Donc j'ai fait du vrai Kanban à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est seulement quand j'avais plus de rendez-vous planifiés que j'allais chercher dans les messages entrants quelqu'un de qualité. Et ça a vraiment tout changé. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas compris, j'avais du mal à comprendre à partir de formations, etc., ou en lisant des bouquins. Et de le vivre comme ça a tout changé. Bon, Émilie, je pense qu'après tout ce qu'on vient de leur raconter, ils doivent nous prendre un petit peu pour des grandes malades. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas toutes seules. En fait, il y a beaucoup d'autres agilistes, francophones ou pas, qui partagent des expériences agiles hors logiciel. Donc vous pouvez retrouver ces exemples-là sur leur blog. Il y a encore plein d'autres références. Alors des fois c'est le blog en question et d'autres fois c'est d'autres histoires qui ne rentraient pas là. Donc ce qu'on voudrait dire, c'est que on pense qu'en chacun de nous il y a une sorte de graine d'agilité. Et que cette graine, on peut la cultiver. Et on peut pour ça se servir de sa vie. Voilà, on est une personne et on a des expériences dans la vie pour essayer des pratiques et récupérer du feedback et puis voir si on peut s'améliorer par ces expériences. Et l'agilité, c'est pas un but en soi. On se dit pas mon but dans la vie, c'est d'être agile. L'agilité, c'est un état d'esprit qui permet d'arriver à destination, d'atteindre un objectif. Et c'est approprié, en fait, pour aller vers cet objectif, il y a de l'inconnu sur le chemin. Alors, effectivement, c'est un état d'esprit. Et en fait, tout n'est pas des clous et ça tombe bien, on n'a pas que des marteaux. C'est une citation qui est chère au cœur d'Émilie. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que en fonction des situations, on va activer telle ou telle pratique. On vous l'a montré, on a mis du Kanban, du management visuel, du backlog, etc. On n'a pas forcément déployé toute la théorie des approches agiles sur chacun de nos projets. On a pris ce dont on avait besoin. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté dans un état d'esprit agile. Et en fait, ces outils, ces pratiques qui restent dans l'état d'esprit agile, finalement, c'est en s'exerçant à les utiliser qu'on peut cultiver notre agilité. Quelque part, et celle-là de citation, je sais qu'elle tient beaucoup moins à cœur à Émilie, c'est en sciant que Léonard de Vinci. Et en fait, on se demandait, vous avez peut-être déjà une boîte à outils agile, à quoi elle ressemble? Vous voulez bien la partager avec nous? Non, mais je voulais juste vous faire une remarque sur le Kanban. J'ai remarqué que dans la colonne de droite, le WIP était à 1. Et là, je vous félicite parce qu'il faut toujours tendre vers le One Piece Flow. Maintenant, si vous n'en avez qu'un, alors est-ce un Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, un introverti, un extraverti, un bon, une brute ou un truand?
Et c'est marrant de me lancer là-dessus parce que justement je lui ai envoyé un texto tout à l'heure pendant la session de Romain en lui disant on est en train de parler de nous. Moi je suis une extravertie comme vous avez peut-être pu le deviner. Lui est un introverti et il se trouve qu'on arrive bien à collaborer ensemble parce que justement comme tu disais je lui laisse ces moments en fait de calme pour qu'il réfléchisse et lui il me permet de me poser aussi et de prendre le temps de réfléchir et du coup c'est une équipe qui fonctionne très bien.